Signature ce vendredi de l'accord d'Alger à Bamako. La rébellion a prévu ne pas s'y présenter. De nouvelles négociations sont nécessaires. Reprise jeudi à Luanda du procès à huis clos du journaliste angolais Rafael Marques. Il est poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Les pays baltes veulent accueillir des milliers de soldats. Ils veulent plus de contingents pour dissuader Moscou. Bonjour chez vous, bienvenue dans ce journal. Les chefs des putschistes burundais ont annoncé ce vendredi matin leur reddition, juste avant de se faire arrêter par les forces restées loyales au président Pierre Nkurunziza. Le porte-parole des putschistes, le commissaire de police Veno Ndabaneze, a confirmé la reddition. Nous avons décidé de nous rendre et nous avons déposé les armes. Ce sont là quelques-uns de ses propos juste avant de se faire arrêter en compagnie du numéro 2 du mouvement, Cyril Ndaïroukié, qui avait annoncé hier l'échec du coup d'État et d'un troisième responsable également. Cette annonce était intervenue alors que la présidence burundaise venait d'annoncer le retour sur le territoire burundais du chef de l'État resté bloqué en Tanzanie depuis le début de la tentative de coup d'État. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a tenu jeudi une réunion d'urgence sur la situation au Burundi. La rébellion dominante Touareg a jeudi paraphé à Alger l'accord pour la paix au Mali du 1er mars. Mais les rebelles ont martelé que de nouvelles négociations seraient nécessaires avant la signature d'un accord définitif prévu ce 15 mai à Bamako pour la signature proprement dite est fixée sans avoir consulté la CMA. La rébellion a donc informé qu'elle ne sera pas présente à la cérémonie prévue à Bamako, levant les derniers doutes sur sa position attendue. Rappelons que le document a été paraphé à Alger le 1er mars par le camp gouvernemental, mais pas par la rébellion qui, après avoir consulté sa base, avait indiqué ne pas pouvoir l'avaliser en l'état. Pour accompagner l'organisation des élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain au Burkina, le Japon a accordé un don d'un montant d'environ 500 millions de francs CFA à la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est une contrepartie de l'aide alimentaire du gouvernement nippon au Burkina qui servira à doter la CENI de matériel roulant. Les précisions avec notre correspondant sur place à Ouagadougou, Claude Romba. 500 millions de francs CFA, c'est l'aide apportée par le Japon à la Commission électorale nationale indépendante. Objectif, renforcer le volet logistique pour l'organisation d'élections présidentielles et législatives libres, transparentes et crédibles le 11 octobre prochain au Burkina Faso. Ce projet va permettre l'acquisition de 21 véhicules de type pick-up et 8 motocyclettes. Alors, ces véhicules seront utilisés vraiment pour le transport des matériels et des documents électoraux et le transfert des résultats de scrutin et les supervisions électorales. Un appui logistique qui permettra d'assurer l'essentiel de l'activité électorale selon le président de la CENI. A noter qu'avant le Japon, des pays comme la Chine, Taïwan et la France ont également apporté leur soutien en termes d'accompagnement à l'organisation des élections du 11 octobre, dont le budget est estimé à environ 53 milliards de francs CFA. Les soutien se poursuit, le gouvernement continue ses actions vis-à-vis des partenaires du Burkina, vis-à-vis des amis du Burkina Faso, de manière à ce que les différentes réponses que ça a été apportées par le Japon, par la France, qu'il y ait
davantage de pays, davantage d'organisations qui puissent effectivement accompagner le pays pour que l'intégralité du budget soit bloquée très rapidement pour que le 11 octobre, on puisse effectivement y aller sans aucun problème. À moins de 6 mois de ces élections, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, reste confiante quant à la possibilité de boucler son budget. Le gouvernement de la transition s'est engagé à combler le gap si toutefois la contribution des partenaires à terme ne couvre pas les besoins. Le procès à huis clos du journaliste angolais Rafael Marques a repris jeudi à Luanda. Le procès avait été reporté après l'échec de discussion sur un accord à l'amiable avec l'accusation. Le journaliste angolais est poursuivi par 7 généraux pour dénonciation calomnieuse. Nouvel épisode dans le procès du journaliste Rafael Marques. Cette nouvelle audition fait suite à l'échec des discussions sur un accord à l'amiable entre les parties au procès. L'écrivain angolais est poursuivi par 7 généraux de l'armée pour dénonciation calomnieuse après avoir publié un bouquin dans lequel il accuse ces derniers d'avoir cautionné des crimes contre l'humanité dans la région diamantifère de Luanda au nord-est de l'Angola. Le journaliste y affirme que des violences, tortures et homicides ont été perpétrés par les entreprises d'extraction de diamants ou par leurs sociétés de sécurité détenues par les généraux. Une accusation réfutée par ces derniers qui nie toute responsabilité dans les crimes exposés. Précisons que l'accusation requiert la somme de 1,2 million de dollars à la défense au titre de dommages et intérêts. Des combats intensifs au Soudan du Sud en proie à la guerre civile ont poussé une partie de la mission du Comité international de la Croix-Rouge à se retirer de son fief. Le chef de la délégation, Franz, assure cependant qu'une équipe solide restait en place dans la zone. Le pays a adopté une loi obligeant les organisations humanitaires à employer au maximum un 5e de personnel étrangers. Après 17 mois de conflits meurtriers, plus de la moitié des 12 millions de Sud-Soudanais ont besoin d'assistance humanitaire et 2,5 millions de personnes souffrent de graves problèmes alimentaires selon l'ONU. Le projet de loi sur les ONG a été voté par les députés mais doit être ratifié par le président Salva Kiir. Le pays manque cruellement de travailleurs qualifiés avec un quart seulement de sa population sachant lire et écrire. En septembre, le gouvernement avait ordonné que tous les travailleurs étrangers, y compris ceux travaillant pour les organisations humanitaires, soient remplacés par des citoyens sud-soudanais avant de revenir sur sa décision dès le lendemain. Vous savez, nous avons travaillé avec environ 120 000 personnes dans le comté de Lire, donc ces personnes sont toujours là et nous sommes très inquiets à ce qui pourrait arriver si ces personnes, dont beaucoup sont âgées, des enfants, doivent se réfugier dans des zones où il y a beaucoup de maladies causant des diarrhées qui vont sans doute proliférer dans les prochains jours avec les pluies qui arrivent. Donc il y a un grand nombre de déplacés qui sont arrivés dans le comté de Lire. La guerre civile avait éclaté en décembre 2013 au Soudan du Sud. Elle a été marquée par de multiples exactions dans les deux camps, celui des troupes loyales au président Salva Kiir et celui des rebelles combattant pour l'ancien vice-président Riek Machar. Massacres ethniques, viols à grande échelle, attaques contre les civils et les infrastructures médicales. Bref, les combats qui ont dégénéré en conflit ethnique impliquant de nombreux groupes armés ont fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés dans le plus jeune pays de la planète qui n'a obtenu son indépendance du Soudan voisin qu'en 2011. Des habitants de Soweto étaient dans les rues jeudi pour manifester contre Eskom, la compagnie d'électricité sud-africaine. L'objectif était de crier leur ras-le-bol contre les longues coupures de courant observées dans la ville la semaine dernière. Ces habitants de Soweto, conduits par la division régionale de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, marchent contre Eskom, la compagnie sud-africaine d'électricité. Ils dénoncent notamment les longues coupures de courant qui ont paralysé toutes les activités la semaine dernière dans ce township de Johannesburg. Ils nous empêchent de gagner notre vie. Nous ne pouvons pas aller travailler. Nous sommes obligés de rentrer chez nous. Il n'y a pas de travail et nous sommes souvent les perdants.
perdants dans l'histoire. Ça suffit maintenant. Ce problème touche mes enfants et mes petits-enfants. À part Eskom. Ces habitants de Soweto exigent par ailleurs une amélioration de la procédure de mise en place des compteurs prépayés dans leur township. Il faut qu'ils organisent des consultations sur la mise en place des compteurs prépayés pour que la communauté puisse comprendre de quoi il s'agit. Et puis nous manifestons contre l'arrogance des COM à cause des coupures. La semaine dernière, nous avons eu 2 jours et 2 nuits de blackout total à Soweto. C'est inacceptable. Notons que depuis le mois de novembre, l'Afrique du Sud est régulièrement confrontée à des coupures de courant, une conséquence du vieillissement du réseau électrique qui n'arrive plus à répondre à la demande. Aussi, la moindre défaillance d'une centrale risque de plonger le pays dans le noir. Les pays baltes, inquiets des agissements de la Russie en Ukraine, veulent que l'OTAN déploie sur le territoire des milliers de soldats pour dissuader Moscou. Mais jeudi, ils ont reçu un accueil plus que réservé du patron de l'Alliance. Comme mesure de dissuasion, compte tenu de la situation de la sécurité dans la région, Vilnius, Riga et Tallinn souhaitent la présence permanente par rotation de forces de l'OTAN. La doléance a été portée par un porte-parole militaire lituanien. Un souhait stimulé par l'attitude plus agressive de la Russie, régulièrement dénoncée par l'Alliance Atlantique. Cette dernière accuse Moscou d'être directement impliquée dans le conflit en Ukraine. Mais l'OTAN s'est toujours refusé à établir une présence militaire permanente dans cette région, estimant qu'elle serait contraire à l'acte fondateur signé par l'OTAN et la Russie en 1997. Cependant, de considérables efforts sont effectués. We are speeding up our decision making, sharpening our intelligence sharing. Nous accélérons notre prise de décision, affinons notre partage de renseignements, renforçons notre cyberespace parce que la guerre hybride combine différents types de menaces. Donc à la fois, le haut représentant Federica Mogherini et moi avons décidé de demander à nos équipes d'intensifier la coopération OTAN-Union européenne dans la lutte contre la guerre hybride. Nous veillerons à ce que les stratégies que nous développons soient complémentaires, dans la perspective de travailler ensemble rapidement et efficacement dans le cas des menaces hybrides contre l'un de nos membres. Nous avons déjà augmenté notre présence militaire dans la partie orientale de notre alliance. Nous avons augmenté la police de l'air, nous avons augmenté la présence navale dans la mer Baltique et nous avons aussi renforcé notre présence militaire sur le sol via des exercices réguliers. More military presence also on the ground. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui avaient été occupées par l'URSS entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1991, craignent que Moscou ne tente de les déstabiliser pour mettre à l'épreuve la détermination de l'OTAN à les protéger. Ce conflit entre séparatistes pro-russes, soutenus par Moscou et autorités de Kiev, a fait plus de 6200 morts dans l'est de l'Ukraine depuis avril 2014. Ce sera tout pour ce rendez-vous des informations. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne journée.